Bonjour, nous sommes aux Journées de l'économie 2025 dont le titre général est « Vieux démons et nouveau monde ». Et l'intitulé de cette conférence est « Comment Trump dérègle concurrence et finance ». Pour être honnête, on aurait pu appeler ça « Trump dérègle-t-il concurrence et finance », ça aurait été moins orienté et il fallait être un peu provocateur. Pour parler de ce sujet, nous allons avoir trois experts éminents que je vais présenter par ordre alphabétique. D'abord Nathalie Auffauvre, qui est secrétaire générale de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, on dit ACPR. Benoît Cœuré est double président de l'Autorité de la concurrence, mais aussi, on a accéléré le processus, c'est pas grave, mais aussi président du comité de la concurrence de tous les pays membres de l'OCDE. Et enfin, Isabelle Mathéos Ilago, qui est chef économiste du groupe BNP Paribas. Mon nom est Marc-Olivier Strauss-Kahn et je suis chargé de cours dans différentes écoles de commerce, ESCP, HEC, SEC, etc. Et puis, vous êtes aussi les intervenants, soit en ligne, soit très nombreux présents ici, en posant des questions au numéro qui va s'afficher systématiquement. Je recevrai vos questions via les SMS et je les poserai, ne vous impatientez pas, en fonction un tout petit peu du processus de discussion. Alors, pour faire une introduction sur ce panel, je voudrais mettre en perspective le fait que on va évoquer à la fois des choses qui existaient auparavant, avant l'arrivée de ce qu'on appelle les politiques économiques de Trump. J'ai marqué ici Trump 2.0, où les règles équitables de jeu en concurrence et en finance étaient déjà controversées de chaque côté de l'Atlantique, avec quelques exemples très rapides sur lesquels on reviendra peut-être. Le poids des big tech, notamment américains, puisqu'on n'en a pas en Europe, un sujet plus complexe qui est des contraintes plus fortes en Europe en termes de reporting, pour rendre compte de la matérialité extra-financière, c'est-à-dire la façon dont l'environnement affecte une banque, par exemple, et à l'inverse, la façon dont la banque affecte l'environnement. Et aux États-Unis, c'est beaucoup plus léger. Enfin, un autre exemple qui a abouti à une crise bancaire en 2023 aux États-Unis ont été des exemptions pour les banques américaines, je mets US à chaque fois, moyennes, au contrôle allégé. En parallèle, on a une fragmentation financière dès 2014 avec l'application de sanctions, notamment contre la Russie suite à l'annexion de la Crimée, et on a des facteurs perturbants qu'on évoquera, l'essor de nouvelles technologies, je ne cite que les cryptos et l'intelligence artificielle. Et puis, dès l'élection de Trump, en novembre 2024, on constate une sortie des accords de Paris par les grandes banques américaines. Alors, ces grandes banques, les plus grandes, on les appelle des GSIB. C'est peut-être un sigle qu'on utilisera. Ça veut dire Globally Systemic Important Bank. Sous-entendu, des banques qui peuvent avoir un impact de contagion sur l'ensemble du système. Il y en a 4 en France, pour ne citer que le cas de la France. C'est le groupe du Crédit Agricole, c'est la BNPP, c'est la Société Générale et c'est BBCE. Et puis, parallèlement à cette sortie des grandes banques américaines de ces engagements de Paris, il y a une sortie par la Banque centrale américaine, la Fed, de ce qu'on appelle le NGFS. Alors encore un sigle, en anglais, le Network for Greening the Financial System, en fait, un accord, un réseau entre les banques centrales et les superviseurs pour aider à verdir le système financier. Eh bien, la Fed s'en est retirée, sans parler de pressions auxquelles elle est soumise depuis lors sur sa politique monétaire. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est en 2025, après presque un an après l'élection de Trump, jour pour jour,
Qu'en est-il aux États-Unis et par comparaison avec l'Europe? Premièrement, du contrôle des positions dominantes et des concentrations, qu'elles soient financières ou pas financières, mais aussi de l'autonomie des autorités monétaires et financières, dont certains représentants ont été changés ou dont la doctrine a été largement influencée et qui ont un peu changé d'avis, voire même, on l'évoquera, de la protection des salariés. Deuxièmement, il y a un objectif affiché des Trumponomics à long terme de déréglementation financière. Pour être honnête, je pensais qu'il y aurait plus de choses qui auraient été faites au moment où on a proposé ce sujet. Mais on verra qu'il peut y avoir des changements qui sont en cours et qui sont plus subtils. Qu'en est-il d'une fatigue réglementaire et du souhait de simplification existant aussi en Europe? Que reste-t-il des préoccupations sur l'ESG, environnement, sociétal et gouvernance? Et enfin, alors ça me joue des tours de nouveau, qu'en est-il d'une série d'éléments? La réalité du contrôle de ces grandes banques américaines. N'oublions pas de parler aussi des non-banques, ces entités qui pratiquent les mêmes activités que des banques, mais qui ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire qui ne sont pas nécessairement régulées et surtout supervisées pour vérifier l'application des règles dans la réalité. Enfin, et on l'évoquera, qu'en est-il de la promotion, notamment par les États-Unis et par Trump, des cryptoactifs et des stablecoins? C'est un sujet qui a été évoqué dès ce matin à 9h dans cette salle. Je le dis aussi pour les internautes qui pourront l'écouter à nouveau, et qui sera approfondi à 14h, toujours dans cette salle. Alors, pour conclure sur cette présentation, la structure du panel va être assez simple. Nous allons avoir 3 rounds, avec à chaque fois l'introduction par un leader qui va parler un peu plus longuement, et puis les commentaires par les autres intervenants, et moi je vais jouer le rôle de l'intermédiaire pour les questions que vous aurez posées au numéro de téléphone qui s'affiche à nouveau. Et les 3 rounds, pour leur donner un titre, vont notamment traiter pour le premier des changements dans la politique concurrentielle américaine, et le présentateur, le leader, sera à ma gauche Benoît Cœuré. Puis on aura quelle stratégie américaine et comment intégrer la fatigue réglementaire. Et là, c'est Isabelle qui introduira les autres qui réagiront, et je présenterai vos questions au fur et à mesure. Enfin, comment préserver une régulation équilibrée et une certaine autonomie des autorités, avec comme leader Nathalie Auffaut. Bien sûr, cette partition est un peu arbitraire et il est possible que certains sujets viennent un peu plus tôt ou un peu plus tard. Je passe immédiatement la parole à Benoît Cœuré pour le premier round. Merci Marc-Olivier, bonjour à tous. Et je voudrais commencer par remercier Marc-Olivier Strauss-Kahn d'avoir choisi ce thème qui s'inscrit, je crois, tout à fait dans le thème général qui est celui des GECO cette année, et ça a été rappelé, qui est Vieux démons et Nouveau monde. Un nouvel ordre mondial est en train de naître, on ne sait pas à quoi il va ressembler. Il est encore temps, peut-être, d'essayer de le façonner pour la France et pour l'Europe. Je crois que vous connaissez tous cette citation d'Antonio Gramsci qui est très belle et qui, je crois, s'applique tout à fait à toutes les discussions qu'on a ces 3 jours, qui est le vieux monde est mort, le nouveau monde tarde à apparaître, et c'est dans ce clair-obscur qu'apparaissent les monstres. Et cette discussion sur le nouvel ordre mondial qui émerge, elle est très souvent centrée sur les questions de souveraineté, sur les questions géopolitiques, sur les questions stratégiques et militaires notamment. Je crois qu'il est très important de montrer que ce débat se déploie aussi dans la sphère économique et sur les questions de régulation économique. Et c'est bien de ça qu'on va parler ce matin à travers 2 exemples qui sont la concurrence et la régulation financière. Alors, la situation est d'autant plus intéressante qu'il y a plusieurs lectures de ce qui est en train de se passer depuis la réélection du président Trump. Marc-Olivier a parlé de Trump 2.0.
Et dans le domaine de la concurrence, qu'est-ce que c'est que la politique de concurrence? C'est faire respecter l'ordre public économique en assurant une forme d'équité dans les relations entre les entreprises. Et notamment, ça passe notamment par l'interdiction des cartels, hein, des collusions entre entreprises, et l'interdiction des abus de position dominante par des entreprises puissantes qui peuvent se servir de leur pouvoir de marché pour pressurer soit leurs fournisseurs en amont, soit leurs clients en aval. Voilà, le droit de la concurrence, en une phrase, c'est ça. Après, c'est un peu plus compliqué derrière, mais le principe est là. Et ça consiste aussi à contrôler les fusions entre entreprises pour vérifier que ces fusions ne conduisent pas à l'apparition d'acteurs trop puissants. Et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis depuis la réélection du président Trump, il y a deux lectures possibles. Il y a une première lecture qui est celle de la disruption, de la rupture. On observe d'abord des changements de personnel dans les autorités américaines en charge de la concurrence. Alors aux États-Unis, il y en a deux. Hein. Il y a la compétence est partagée entre le ministère de la Justice, qui a une division antitrust, c'est comme ça qu'on dit en américain, qui est très forte, et une autorité administrative qui est la Commission fédérale du commerce, la Federal Trade Commission. Donc ce qui est fait en France par l'autorité de la concurrence, aux États-Unis, c'est fait par deux autorités différentes, le ministère de la Justice et la FTC. Les dirigeants de ces deux institutions ont changé. Il y a d'ailleurs des procès en cours devant la Cour suprême pour savoir si le président Trump avait le droit d'opérer ces changements dans le cas de la FTC. Il y a le même type de débat à la Fed, on en parlera peut-être dans un instant. Donc changement de personnel, changement de politique très clair sur certains sujets. Donc par exemple une opposition très forte, très virulente à tout ce qui est politique de diversité et politique de lutte contre le changement climatique. Ce qui a son importance en concurrence, hein, puisque par exemple les coopérations entre entreprises pour réaliser des projets de décarbonation, c'est quelque chose qui aujourd'hui est encouragé en Europe. Et on essaie de trouver un espace dans le droit de la concurrence pour que ce soit possible, pour que le droit de la concurrence ne s'oppose pas à la transition climatique. Et l'autorité de la concurrence est très investie là-dessus. Aux États-Unis, c'est le contraire. Les autorités américaines considèrent que, par exemple, des gestionnaires d'actifs qui se mettent d'accord dans une coalition pour limiter leurs investissements dans les industries carbonées, ils considèrent que c'est une collusion qui vise à limiter la production de charbon, et donc c'est un cartel qui doit être puni par le droit de la concurrence. Donc là, on est vraiment sur deux visions complètement opposées. Et ça, c'est nouveau. Et il y a également des attaques souvent virulentes de l'administration américaine contre la réglementation européenne en matière numérique notamment, avec une critique très forte des règles numériques qui ont été adoptées récemment en Europe, le règlement sur les marchés numériques, le règlement sur les services numériques qui régule les contenus, etc. Donc tout ça donc cette réglementation américaine est présentée par l'administration Trump comme une politique commerciale non tarifaire qui vise à ériger des barrières commerciales pour pénaliser les acteurs américains. Alors que pour nous, c'est évidemment une politique d'intérêt public qui vise à assurer l'équité dans le domaine numérique et à protéger les utilisateurs, d'ailleurs particulièrement les enfants, des contenus dangereux sur les plateformes numériques. Donc là encore, deux visions complètement différentes. Ça, c'est la vision disruptive. On peut avoir une autre vision de ce qui s'est passé depuis le retour de M. Trump, qui est beaucoup moins disruptive, en constatant que d'abord la politique de concurrence américaine a toujours été très différente de la politique de concurrence européenne. Elle est très centrée sur la lutte contre les cartels. Donc ça, tout le monde est d'accord aux États-Unis pour dire qu'un cartel, c'est-à-dire des entreprises qui s'entendent, c'est mal, c'est une infraction pénale. On peut envoyer les chefs d'entreprise en prison, ce qu'on ne fait pas, ou très rarement en Europe.
En revanche, les pratiques, par exemple, d'abus de position dominante, les pratiques unilatérales d'entreprises qui se serviraient de leur pouvoir de marché pour imposer des conditions à leurs fournisseurs ou à leurs clients, c'est quelque chose qui est qui fait rarement l'objet d'enquêtes et encore plus rarement l'objet de condamnations aux États-Unis, alors que c'est très fréquent en Europe. Donc il y a des philosophies un peu différentes. Il y a aussi une philosophie générale dans la culture américaine qui est anti-régulation. Donc, en Europe, on considère que la régulation économique doit reposer pour partie sur la détection des infractions et des sanctions, ce qui est ce qu'on fait en concurrence, mais aussi sur de la régulation. On parle de régulation ex ante, c'est-à-dire qui décrit un certain nombre de comportements qui vont être d'emblée interdits. Et c'est ce qu'on a fait dans le domaine numérique avec le règlement sur les marchés numériques qui décrit un certain nombre de comportements par les grands acteurs numériques qui sont tout simplement interdits. Donc c'est de la régulation. Les Américains n'aiment pas ça et eux considèrent que la régulation c'est quelque chose qui finalement s'oppose au dynamisme et à l'inventivité de l'économie, que s'il y a des infractions, il faut les poursuivre et les condamner, mais après coup, et que la régulation c'est quelque chose qui va finalement tuer dans l'œuf l'innovation et le développement de nouvelles activités. Et ils ont un peu raison aussi. Tout ça n'est pas blanc ou noir. On a un règlement sur l'intelligence artificielle en Europe, donc on régule en grand détail une industrie qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc on prend évidemment de grands risques en faisant ça. On prend le risque de réguler de la mauvaise manière. Les Américains sont très réservés face à ce genre d'initiative. Ils préfèrent laisser l'industrie se développer et intervenir a posteriori avec un bâton pour punir les comportements anticoncurrentiels, mais seulement quand ils ont été constatés. Donc tout ça, c'est des différences. Et pour finir, certains d'entre vous ont peut-être lu un excellent livre de Thomas Philippon qui était paru il y a quelques années, qui a été traduit en français en 2022 sous le titre « Les gagnants de la concurrence » et qui expliquait que la politique de concurrence avait pendant longtemps été beaucoup plus faible aux États-Unis qu'en Europe et que ça expliquait notamment le fait que les prix étaient plus bas. On pense au téléphone, par exemple, au téléphone mobile, où les prix sont beaucoup plus bas en Europe qu'aux États-Unis. Donc il y a ces différences ne datent pas de Donald Trump. Elles ont été, pour certaines, déjà amplifiées par l'administration Biden. Et de même qu'en matière commerciale, une partie de la doctrine protectionniste de l'administration Trump était déjà en germe dans les décisions prises par Joe Biden, notamment contre la Chine. De même, en concurrence, on peut considérer qu'on a un mouvement de plus long terme et on n'est pas dans une révolution qui aurait débuté en 2024. Alors, comment est-ce qu'il faut réagir à ça? Et je termine là-dessus, parce qu'il faut être concret et proposer des pistes concrètes. Quelle doit être la philosophie d'action des autorités européennes et françaises face à tout ça? Moi, je proposerai 4 principes. Le premier principe, c'est que la meilleure réaction, c'est une réaction européenne. Alors, dans le cas de la concurrence, ça s'impose parce que la politique de concurrence, c'est une compétence de l'Union. Il se trouve qu'on a un système très original où cette compétence de l'Union est exercée parallèlement par la Commission européenne et par des autorités nationales, dont celle que je préside. Et donc, beaucoup de décisions de concurrence en France sont prises par l'autorité de la concurrence, mais sur la base du droit européen. Et 90% des décisions prises sur la base des articles 101 et 102, je le dis s'il y a des étudiants en droit dans la salle, du traité, c'est-à-dire les articles qui concernent la concurrence, 90% de ces décisions ont été prises par des autorités nationales, pas par la Commission. Donc on a un système qui est très décentralisé et qui donne une large part aux autorités nationales, mais la philosophie et les principes doivent être européens, parce que sinon on n'a pas la taille critique et on n'est pas crédible face aux États-Unis. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, je pense qu'il faut valoriser les points de convergence quand ils existent avec les États-Unis, et il en reste. Et sur le numérique, ça peut vous surprendre, mais je crois qu'on est largement d'accord avec les autorités américaines sur le type de comportement qu'il faut sanctionner dans le domaine numérique. Si vous regardez un exemple très précis qui est celui de Google, vous avez 2 procédures en parallèle en Europe et aux États-Unis sur les pratiques de Google dans le domaine de la publicité en ligne. L'une est gérée par la Commission européenne, l'autre par la justice américaine, parce qu'aux États-Unis, c'est encore une autre différence, les décisions de concurrence sont à la fin prises par des juges, pas par des autorités administratives. Mais dans les 2 cas, les comportements qui sont reprochés à Google sont très proches. Et la Commission, d'ailleurs, s'est organisée pour
attendre les conclusions du juge américain avant de décider quels sont les remèdes qui vont être imposés à Google dans le cas de la procédure européenne. Donc il y a vraiment une volonté là de convergence et de cohérence entre ce qui va être fait aux États-Unis et ce qui va être fait en Europe. L'autorité française a condamné régulièrement des entreprises américaines, enfin des plateformes américaines. Récemment, Apple, 150 millions d'euros pour la manière dont Apple demandait l'autorisation d'utiliser les données tierces sur l'App Store. Il n'y a pas longtemps, Google, 250 millions d'euros pour ne pas avoir respecté ses engagements dans le domaine de la protection des droits de la presse. De la valeur des articles de presse postés sur le moteur de recherche, ce qu'on appelle les droits voisins. Ça, c'est des décisions qu'on a prises à l'autorité de la concurrence, qui ne sont pas contestées par nos collègues américains. Je les ai présentées à nos collègues américains, ils ne m'expliquent pas que je discrimine de manière injuste les entreprises américaines. Ils comprennent très bien pourquoi on le fait, et ils comprennent très bien que ces comportements ne sont pas acceptables. Donc valorisons les points d'accord. Troisièmement, préservons le cadre multilatéral qui permet d'avoir tout le monde à bord. Et il se trouve que je préside le comité de concurrence de l'OCDE, c'est un endroit important pour continuer à parler avec les Américains. Un des sous-groupes de mon comité est présidé par Madame Slater, qui est la Assistant Attorney General, donc la ministre adjointe de la Justice chargée de l'antitrust. Et donc elle est très impliquée dans ses travaux à l'OCDE. Elle viendra à Paris en décembre. Et il faut utiliser ces organisations internationales pour essayer d'ancrer le dialogue avec les Américains et de ne pas laisser les États-Unis partir sur des positions complètement différentes. L'an prochain, la France présidera le G7 et il y aura une réunion importante des autorités de concurrence du G7 qui sera l'occasion, qui parlera d'intelligence artificielle, de concurrence dans l'intelligence artificielle, et on a bien l'intention de travailler avec les Américains sur ces questions. Et finalement, je termine par là parce que c'est le plus important, une fois qu'on a dit tout ça et qu'on essaie d'être constructif et positif et coopératif, le dernier point, c'est de ne pas céder sur nos valeurs. On a parlé du climat, on va en reparler ce matin, je pense. L'Union européenne, la France, doivent rester fermes sur le fait que la transition climatique est un objectif important de politique publique et que la politique de concurrence doit accompagner la transition climatique. On n'est pas d'accord avec les Américains, c'est pas grave, on va continuer à le faire. Je m'arrête là. Merci beaucoup Benoît. Je vais passer tout de suite la parole à nos deux panélistes et j'ai déjà engrangé un certain nombre de questions. Et peut-être Nathalie veut réagir à l'idée que la concurrence, ce n'est pas vraiment un élément que les régulateurs arrivent facilement à prendre en compte lorsqu'elles édictent des règles pour les banques. D'abord, bonjour et merci pour l'invitation et bonjour à tous. Alors effectivement, l'un des débats que l'on a avec cette nouvelle présidence Trump, concernant plus particulièrement les activités financières et le secteur bancaire, c'est face à cet risque de dérégulation. Est-ce qu'on n'a pas en face une régulation en Europe qui est trop pénalisante pour les banques ? Et est-ce que finalement tout ça ne vient pas de régulateurs excessifs, de régulation excessive et aussi de superviseurs faisant des excès de zèle qui pèseraient sur l'activité des banques et les rendraient en situation de concurrence difficile. Alors c'est un débat qui a monté compte tenu de ce contexte, mais aussi compte tenu du fait que les grands acteurs américains, en particulier les grandes banques américaines, ont plutôt gagné des parts de marché au cours des dernières années dans, en tout cas, ce qui concerne les activités de marché, c'est-à-dire non pas la banque de détail, mais vraiment les activités de services financiers à l'économie, aux grandes entreprises et leurs activités de marché. Alors, je pense qu'il faut un peu nuancer cette distinction, mais c'est vrai que cette opposition, mais c'est vrai que, par exemple, le régulateur anglais, il y a eu une décision politique d'intégrer un mandat de compétitivité, un mandat secondaire de compétitivité, et je crois que c'est important de le dire, pour la PRA, donc régulateur UK, pour prendre en compte
comme mandat secondaire, au-delà de la régulation et la surveillance des marchés, la compétitivité. Alors, est-ce que vraiment on peut considérer qu'il y a une tension ici qui est insurmontable et qui peut pénaliser la concurrence du secteur bancaire? D'abord, de notre point de vue, on ne peut pas véritablement les opposer à ce point-là, parce que la base de la résilience du secteur bancaire et donc de sa profitabilité, c'est ce qui est à la base de la stabilité du secteur bancaire. Il faut que les banques gagnent de l'argent pour avoir des fonds propres importants. Donc la régulation ne peut pas amener à ce que les banques soient pénalisées au point de ne pas être profitables. Et d'autre part, à l'inverse, la stabilité réglementaire et financière est un atout très important. Je crois que c'est un atout en Europe. On l'a vu quand même des crises bancaires en 2023 aux États-Unis qui ne sont pas, et aussi en Suisse, mais qui ne sont pas venues dans l'Union européenne parce qu'on a à la fois une réglementation bancaire et une supervision bancaire qui sont fortes et qui protègent les banques contre des risques excessifs. Et donc ça peut être aussi un facteur de compétitivité. Voilà. Donc il faut arriver à les concilier. C'est vrai que le lieu de conciliation, si je puis dire, habituel sur cette réglementation des grandes banques internationales qui exercent leurs activités dans un domaine très compétitif, c'est ce qu'on appelle le comité de Bâle. Donc le comité de Bâle, c'est une réunion de régulateurs et de superviseurs et de banquiers centraux, on va dire, qui essayent de se mettre d'accord sur des règles qui seront ensuite déclinées et appliquées dans chaque pays pour assurer une concurrence équitable tout en assurant une régulation suffisante des banques. Et en particulier, ces fameuses grandes banques, les G-SIB, donc les banques systémiques à l'échelle internationale, dont on sait qu'une éventuelle faillite provoquerait des risques systémiques à grande échelle. L'idée, c'est que ces banques-là, avec leurs activités, doivent être suffisamment régulées. Donc on se met tous autour de la table. Je suis membre de ce comité de Bâle. On se met tous autour de la table et on essaye de se mettre d'accord sur des règles communes. Et bien sûr, les Américains sont autour de la table de ce comité de Bâle. Donc c'est un endroit très important. Et pour reprendre un peu les propos de Benoît, les Américains sont bien toujours autour de la table, mais effectivement, il y a des sujets dont on ne peut plus vraiment parler, qui est par exemple le climat. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'un des enjeux, c'est l'application notamment de ce qu'on a appelé la réglementation Bâle III, postérieure à la grande crise de 2008. Elle n'est pas encore entrée en application aux États-Unis compte tenu de tous ces changements, mais pour l'instant, les Américains nous disent qu'ils souhaitent la mise en œuvre de cette règle commune pour protéger en fait, la stabilité financière des pays. Alors, est-ce qu'on va avoir cette déréglementation? La question se pose véritablement pour réconcilier ces objectifs. Et je voudrais juste dire qu'en fait, dans les faits, on la met en œuvre, cet objectif de compétitivité. Ce n'est pas dans notre mandat, mais une fois qu'on a appliqué et atteint l'objectif de stabilité financière, bien sûr qu'on applique et qu'on prend en compte ces objectifs de compétitivité. Merci Nathalie. Une réaction maintenant d'Isabelle qui, je vais révéler son passé, était auparavant à BlackRock, un manager d'actifs, et auparavant encore au Fonds monétaire international. Si on commence à révéler le passé des uns et des autres, on ne va pas en finir. Bonjour à tous. Merci beaucoup Marc-Olivier de cette invitation. Je vais rebondir très brièvement sur l'intervention très, très intéressante de Benoît, avec comme point d'ancrage l'idée de rester fidèle à nos valeurs, qui me paraît effectivement un bon principe. Mais en même temps, il me semble indispensable que de faire deux choses. La première, c'est d'accepter que les États-Unis, et n'importe qui d'autre d'ailleurs, aient le droit d'en avoir d'autres, et potentiellement des valeurs qui sont en conflit avec les nôtres. Et deuxièmement, je pense qu'il faut aussi qu'on s'interroge sur le coût
de ces valeurs ou de ces principes auxquels on est attaché. Ça ne veut pas dire qu'il faut les abandonner, mais ça veut dire qu'il faut avoir un débat sérieux sur le coût. Et donc, par exemple, Benoît, tu disais, l'Europe a fait le choix d'aménager le principe, enfin, le droit de la concurrence pour favoriser la collaboration en faveur de la transition énergétique. Très bien. Les États-Unis font l'inverse. À mon sens, c'est difficile pour nous de leur dire de faire autrement. C'est un choix politique. D'un autre côté, eux font le choix, ont une préférence politique affichée, j'y reviendrai, pour favoriser l'émergence de champions nationaux. C'est quelque chose que nous n'avons pas en Europe. Je sais que tu as des vues nuancées là-dessus, et je m'étonnais d'ailleurs que tu n'aies pas mentionné, mais bon, il faut choisir de quoi on parle dans les interventions, mais il me semble que dans ces interactions entre réglementation et concurrence, on a en Europe un sujet qui concourt à empêcher l'émergence de champions, non pas nationaux, mais justement européens, qui est la fragmentation toujours du marché unique et l'absence de progrès dans ce domaine. Et je ne pense pas que ce soit aux autorités de la concurrence nécessairement de chercher à y remédier, mais on souffre de l'absence de champions européens en Europe, et je pense que la politique de la concurrence est souvent montrée du doigt là-dessus, peut-être à tort, peut-être à raison, mais je pense que la réglementation y contribue aussi de manière importante. Et puis je voulais revenir aussi sur ce point, cette différence fondamentale que tu as indiquée l'Europe aime bien réglementer en amont de l'essor d'un secteur, alors que les États-Unis le font plutôt a posteriori. Je voudrais quand même, encore une fois, on peut en être fier, on peut considérer que c'est une question de principe ou de valeur, mais je peux vous dire que les Américains rigolent vraiment quand on leur dit « Ah, regardez, notre réglementation sur les stablecoins, elle était en place avant la vôtre. » Ils disent « Bah oui, mais c'est nous qui avons 99% des stablecoins et vous n'en avez pas. » Et donc, je pense qu'il faut s'interroger aussi sur, maintenant qu'on reconnaît tous activement qu'on a besoin de davantage d'innovation en Europe, comment est-ce qu'on favorise l'innovation, et est-ce que, encore une fois, nos pratiques réglementaires n'ont pas contribué de manière regrettable à tuer un peu l'innovation en Europe. Voilà. Merci Isabelle. Je vais maintenant intégrer les questions qui me sont arrivées, très nombreuses, et les donner en rafale. Le premier, c'est, et vous pourrez tous réagir, mais répartissez-vous un peu le temps pour qu'on reviendra là-dessus dans les sessions suivantes. Est-ce un mouvement de fond qui est en train de se produire, notamment aux États-Unis, ou bien est-ce que c'est un épisode trumpien? Deuxièmement, revenir sur le rôle des big tech, de ces grandes sociétés, notamment américaines, les GAFAM, et pas simplement en traitant l'aspect bancaire. On a illustré ça avec l'aspect bancaire, mais on peut traiter ça plus généralement avec ce principe des autorités de régulation qui est même activité, même règle. Simplement, lorsque vous êtes énorme sur le marché, la formule c'est vous prenez tout et vous gagnez. Donc, comment lutter contre ça? Et puis, des suggestions qui ont été faites en complément de celles que tu proposais, qui étaient de se calquer sur les Américains. Et je ne vais pas aller plus loin, si ce n'est qu'il y a une question sur comment est-il possible encore que les États-Unis soient dans l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Il faut avoir conscience que l'OMC n'a, à mon avis, quasiment plus de pouvoir actuellement. Elle fonctionne sur le principe du consensus. Donc il suffit que les Américains ne soient pas d'accord, ou d'autres d'ailleurs, pour que ça bloque les choses. Et puis il faut avoir conscience qu'ils contribuent, lorsqu'ils payent, à 15 à 20% du budget de ce type d'institution. Et donc actuellement, comme ils ne payent plus, l'institution est mal en point. La question n'est donc pas tant de sortir les États-Unis de l'OMC, mais plutôt de les faire réentrer, ce qui était ce que tu as évoqué. Qui veut démarrer? Peut-être toi, Benoît? Oui, alors, bon, je ne vais pas tout traiter, mais peut-être sur deux points. D'abord, est-ce que c'est un mouvement de fond ou est-ce que c'est un épisode? Moi, il me semble que dans tout ce dont on vient de parler, ce qui est le mouvement de fond, c'est le fait que on a cru, les Européens et singulièrement les Français ont cru jusqu'à récemment qu'on pourrait
réguler l'économie mondiale avec un système de règles. Géré par des institutions que sont l'OMC, le Fonds monétaire, le comité de Bâle et d'autres. En fait, on a projeté, et je crois assez naïvement, sur le monde, la vision de ce qu'on a fait en Europe, c'est-à-dire cette coopération pacifique entre des États-nations qui gardent leur souveraineté, mais qui se mettent d'accord pour respecter ensemble un certain nombre de règles, puisque c'est ça l'Europe. Et on a pensé qu'on allait gérer le monde comme ça. Bon, ça ne marche pas du tout. D'ailleurs, ça n'a jamais marché, mais maintenant on se rend compte que ça n'est même plus possible et qu'on est dans un système, et c'est d'une certaine manière, Donald Trump nous met face à la réalité, enfin nous dit que le roi est nu et que ce système ne marche pas et qu'on est dans un monde où on a des grands États, parfois des régions, qui ont des intérêts stratégiques, économiques et qui défendent leurs intérêts. Voilà. Donc cette idée que le monde va être fondé sur la gouvernance mondiale va être fondée sur des règles, je pense qu'elle est morte, elle ne reviendra pas. Et la question, c'est, il va rester des règles, bien entendu. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de règles, on n'en parle pas aujourd'hui, mais il y a beaucoup de règles qui sont privées et qui sont au sein de l'industrie, au sein des marchés. Il y a des standards, il y a des normes, il y a une activité de normalisation. Tout ça, c'est essentiel pour que le système commercial, le système international, l'industrie mondiale fonctionne. Tout ça n'est pas en cause. Mais l'idée qu'il puisse y avoir des règles mondiales qui sont opposables à la souveraineté des États, je pense que c'est fini. Et que la question, c'est pour l'Europe, comment est-ce qu'on se réinvente pour survivre dans ce monde-là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec les Américains, les Chinois et d'autres. Et comme je l'ai dit, je pense que sur la régulation des big tech, et il en a aussi été question dans les questions, on a en fait beaucoup de points d'accord avec les Américains. Et il faut bâtir sur ces points d'accord. Et sur le climat, on a beaucoup de points d'accord, pas avec les Américains pour le coup, mais avec les Asiatiques, avec les Britanniques, qui sont un acteur important, et d'autres. Donc il va falloir réinventer un système de coalition plus flexible, mais arrêter de se dire qu'on a une progression déterministe, téléologique vers un monde qui serait gouverné par des organisations internationales qui appliquent des règles. Bon, ça, je pense qu'il faut oublier. Deuxième chose, parce que Isabelle en a parlé, sur les champions. Moi, je formulerai les choses un peu différemment. Je parlerai de politique industrielle, et je pense qu'effectivement, et là encore, c'est pas spécifique à la deuxième administration Trump, ça a été très fort sous l'administration Biden, avec l'Inflation Protection Act. Il y a eu un retour massif de la politique industrielle aux États-Unis. Inflation Reduction Act. J'ai dit Inflation Protection, c'est un lapsus intéressant. Inflation Reduction Act. La politique industrielle, elle a toujours existé en Chine et dans un certain nombre de pays asiatiques. Aux États-Unis, c'est des grands cycles. Alors peut-être que le balancier, d'ailleurs, repartira dans l'autre sens un jour. Mais enfin, pour l'instant, il est du côté d'une politique industrielle forte. L'Europe a compris ça un peu tard. Se met en ordre de bataille maintenant, un peu tard, mais je pense que c'est compris. Et effectivement, se pose la question, qui n'est pas du tout tabou, de l'articulation entre le droit de la concurrence et la politique industrielle. C'est une question très importante. Je pense que, d'abord, une bonne politique industrielle doit être pro-concurrentielle, parce que sinon, il n'y a pas d'innovation. Mais il ne faut pas non plus que la politique de concurrence s'oppose aux initiatives industrielles, particulièrement au niveau européen, qui permettront de rendre l'Europe plus forte. Mais là, je pense que la référence du débat actuel, c'est le rapport Draghi, qui dit quand même clairement que sur un certain nombre de marchés, le premier problème, c'est la fragmentation du marché. C'est le fait qu'il n'y a pas un marché européen, mais 27 marchés. C'est vrai pour l'énergie, c'est vrai pour les télécoms, c'est vrai pour les services financiers, pour les marchés de capitaux. Et donc là, il y a une sorte de séquence, c'est-à-dire qu'il faut d'abord voir comment on peut prendre des initiatives réglementaires pour mieux intégrer ces marchés européens. Ça s'appelle l'Union des marchés de capitaux. Dans les télécoms, la Commission a fait des propositions, etc. Et il faudra que la politique de concurrence s'adapte. Et si le marché est européen, la politique de concurrence doit regarder les marchés au niveau européen. Je n'ai pas de doute là-dessus. Merci. Je vais passer la parole à Nathalie. Sachant qu'on va revenir sur ces sujets après, on a là le thème général de la concurrence avec l'exemple de la finance, mais pas que de la finance comme vient de le montrer Benoît. Nathalie ? Oui, peut-être sur cette question, est-ce que c'est un mouvement de fond ? Je crois que oui, c'est un mouvement de fond dans le sens où on voit bien qu'il y a
ça apparaissait déjà avant la nouvelle présidence Trump, la volonté de revoir l'organisation du monde et du fonctionnement du monde, non plus seulement en fonction de règles, mais en fonction de l'intérêt de grandes puissances. Et donc cette montée d'une forme de rivalité accrue, accentuée entre les États-Unis et la Chine en particulier, et le fait que l'Europe, dans cette évolution, se retrouve un terrain de jeu pour les grandes puissances pour différentes raisons. Alors, ce que je voulais peut-être ajouter par rapport à ce qu'a dit Benoît, c'est que ça fait monter le débat sur la souveraineté. Parce que finalement, comment l'Europe se positionne dans ces mouvements-là, et je pense que ce n'est pas dans 2 ans et demi que la situation changera fondamentalement. Et cette question de la souveraineté, elle est importante dans la finance et dans le secteur bancaire, parce que, on a une domination du dollar, mais l'euro nous a permis de retrouver une certaine autonomie par rapport au dollar. Donc la question qui se pose, c'est comment on fait à l'avenir, d'où la question d'avoir des acteurs bancaires et financiers importants en Europe. On a des grandes banques françaises. Nous, on souhaiterait avoir d'autres grandes banques en Europe capables de faire face à la concurrence des grands acteurs américains pour justement porter la souveraineté européenne, puisqu'on sait qu'il y a une extraterritorialité du droit américain extrêmement forte. On l'a vu sur les sanctions, les sanctions à l'égard soit de l'Iran, soit de la Russie. Les États-Unis ont été capables d'imposer des amendes extrêmement fortes sur des acteurs dont ils ont considéré qu'ils ne respectaient pas les sanctions. Quand la Russie a envahi l'Ukraine, la Crimée, les Américains ont suspendu du jour au lendemain l'accès au système de carte bancaire Visa, par exemple. Et il n'y avait pas de système de carte bancaire, de paiement par carte nationale en Russie. Donc, du jour au lendemain, les citoyens russes se sont retrouvés sans possibilité de paiement par carte. Donc, la dépendance des Américains sont nos alliés. Mais aujourd'hui, cette approche de l'alliance est un peu différente. Donc, tout en continuant, bien sûr, à poursuivre l'alliance avec les Américains et le travail avec les Américains, la question de la souveraineté est plus aiguë. D'où la nécessité d'avoir des grands acteurs bancaires européens, des grands acteurs financiers, la nécessité de garder une souveraineté sur nos moyens de paiement. D'où la question, on en reparlera certainement, des stablecoins à l'avenir et du fait que les stablecoins sont aujourd'hui principalement en dollars. Donc, tant qu'ils n'ont pas trouvé de cas d'usage très important dans l'économie traditionnelle, c'est peut-être pas trop un problème, mais on voit que peut-être ces cas d'usage vont émerger avec l'innovation. Voilà, c'était peut-être ce point. Et pour autant, effectivement, il faut qu'on garde nos valeurs. Et c'est très important parce que, en particulier, par exemple, sur le climat, il ne s'agit pas de partir dans une dérégulation à l'américaine qui ne correspond pas du tout à ce qu'on souhaite faire. Merci. Alors, en passant la parole à Isabelle, je vais lui demander de faire en même temps la transition sur le deuxième round, parce qu'on a pris un tout petit peu de retard, qui va être plutôt la réaction d'une banque à tous ces éléments-là. Et en démarrant en continuant sur ce qu'a dit Nathalie, est-ce que la BNPP verrait d'un bon œil une beaucoup plus grande concurrence intra-européenne de grandes banques allemandes, italiennes? Je dirais que je suis entièrement en phase, je dirais la BNP est entièrement en phase avec la façon de poser le débat qu'a eu Nathalie, qui est de dire qu'il faut que l'Europe ait des grandes banques qui soient en mesure de concurrencer crédiblement, efficacement les banques américaines, plutôt que de se faire manger des parts de marché. Ce qui serait vraiment très triste, c'est qu'on fasse l'union des marchés de capitaux avec les JP Morgan et autres pour la faire fonctionner. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on voit les choses. On ne va pas se manger le nez entre Européens. Le sujet, c'est que l'Europe ait des banques qui soient
qui soit compétitif pour financer l'économie européenne, pour financer la croissance des entreprises européennes à l'étranger et pour faire tourner l'union des marchés de capitaux. Et vraiment, enfin, je n'ai aucun désaccord avec quoi que ce soit qu'a dit Nathalie sur ce point. Collusion entre le régulateur et le régulé? Non, pas du tout, alignement. Mais c'est vrai que les pays qui n'ont pas de grandes banques, même à l'échelle européenne, ont une vision différente des choses. Et il faut faire l'Europe avec des morceaux qui ont des intérêts différents et parfois divergents. C'est pour ça que ça prend du temps. Alors, en enchaînant sur le deuxième round. On enchaîne, alors. Sur le deuxième round, donc je vais commencer par réagir sur le titre du panel tel que reformulé qui parle de comment les États-Unis ou comment Trump dérègle. Et qui me paraît être un terme intéressant parce que ça va beaucoup plus loin que déréglementer. Dérégler, ça sous-entend qu'on empêche le système de tourner rond. Et je voudrais essayer pas de me faire l'avocat du diable, parce que je ne pense pas que M. Trump ou les États-Unis soient le diable, mais de présenter un petit peu l'agenda réglementaire ou déréglementaire que l'administration Trump est en train de mettre en place sous un jour un peu plus positif et en tout cas un peu plus cohérent qu'on a tendance parfois à le présenter en Europe. Pas pour en faire la défense, mais pour essayer de poser les choses d'une manière un peu plus factuelle et objective, et puis en tirer les bonnes leçons pour nous, Européens. Donc, tout d'abord, pour rester sur la sémantique, le vocable qu'utilise l'administration américaine pour décrire son approche par rapport à la réglementation, c'est le terme de modernisation. C'est pas de la simplification, c'est même pas de la déréglementation, c'est de la modernisation. Donc, clairement un vocable beaucoup plus positif. Et le pourquoi de cet effort, en fait, on a tendance à penser Donald Trump, c'est quelqu'un d'impulsif, qui est obnubilé par les tarifs, qui fait un peu n'importe quoi. En fait, il y a une très très grande cohérence derrière cet agenda économique de l'administration Trump. Cette cohérence, elle est autour de l'objectif de, vous connaissez la formule, Make America Great Again, mais pas pour les électeurs. Les électeurs, ils n'ont pas compris, ils ont cru que c'était pour eux. En fait, c'est Make America Great Again pour les producteurs, de manière à rétablir la position de leadership incontesté des États-Unis dans les secteurs qui sont considérés comme clés pour la souveraineté du pays, notamment la technologie, l'industrie dans un certain nombre de secteurs critiques importants pour la défense nationale, et notamment la sidérurgie, mais pas uniquement, l'aéronautique et d'autres, l'énergie et la finance. Donc ça, les piliers de la souveraineté américaine. Et ce que fait l'administration Trump, c'est de dérouler tout un agenda qui vise à provoquer un sursaut d'investissement dans ces secteurs, d'investissement à la fois public et privé. Cet investissement, il faut l'incentiviser et il faut le financer. Alors, du côté mesures d'incitation, il y a les droits de douane qui visent à protéger un certain nombre de secteurs pour qu'ils soient plus attractifs à l'investissement. Il y a effectivement la politique de la concurrence qui vise à encourager des effets d'échelle. Il y a des incitations fiscales très importantes. Il y a un rôle réaffirmé de l'État actionnaire, c'est la partie politique industrielle, mais vraiment sous stéroïdes, avec un volet subvention et un volet carrément de prise de participation du gouvernement fédéral dans des entreprises du secteur privé qui n'avaient absolument rien demandé et d'ailleurs qui n'ont pas vraiment le choix d'accepter ou de refuser la prise de participation en question. Et puis, il y a tout cet agenda, c'est encore une fois, je cite un membre du gouvernement de Trump, qui consiste à « unleash prosperity through deregulation ». Donc, vous voyez, c'est vraiment bâtir la prospérité. Donc ça, c'est le côté incitation à l'investissement. Et puis, il va bien falloir le financer, ce sursaut d'investissement. Et là, il y a tout un agenda qui concerne libérer des capacités de financement par le secteur bancaire, qu'il s'agisse des banques régionales, des banques de moyenne taille ou des GSIB. Donc, allègement en cours de
tout cas en cours de considération, parce qu'il y a un processus interagence à respecter, mais allègement des exigences de capital, allègement des stress tests, allègement immédiat de la supervision. Les stress tests, peut-être tu peux juste... Les stress tests, c'est les tests de résilience à un certain nombre de chocs qui sont mis en œuvre par la Réserve fédérale, par les superviseurs bancaires de manière générale à échéance régulière pour s'assurer que les banques aient suffisamment de capital pour faire face à des chocs hypothétiques importants. Et du côté européen, on a des superviseurs qui aiment bien faire des chocs un petit peu fin du monde. Et aux États-Unis, la dynamique est plutôt vers un allègement, une simplification des chocs qui sont modelés pour aboutir à ces exigences de capital. Donc, ensuite, allègement de la supervision, j'en parlais. Alors ça, c'est beaucoup plus simple à faire. Il suffit de réduire de manière considérable les effectifs des agences de supervision. Donc on a eu comme ça déjà des baisses de 30 à 40% des effectifs de la CFTC, de la SEC, de la FDIC. Et la semaine dernière, on a appris que la Fed, sur la partie supervision, enclenchait le même mécanisme. Donc voilà, tout ça dans l'idée de libérer de la capacité de financement de l'économie américaine. Après, il y a la question de savoir si effectivement les banques américaines vont prêter plus à l'économie américaine. J'y reviendrai, c'est pas joué d'avance. Il y a toute une démarche de recentrage sur ce qui est considéré comme les risques core, les risques centraux. Donc tout ce qui est double matérialité qu'évoquait Marc-Olivier en début, ça c'est fini. Il n'y a plus que la matérialité financière, mais avec même une réflexion amorcée par Michelle Baumann, qui est la vice-présidente de la Fed en charge de la supervision, pour dire finalement, même le risque opérationnel, est-ce que c'est vraiment central ? Peut-être pas, peut-être qu'on pourrait laisser les banques se préoccuper toutes seules de leur risque opérationnel. Le risque réputationnel, c'est fini aussi. Le président Trump a même un agenda très actif pour interdire aux banques de prendre en compte les risques réputationnels dans l'octroi ou la fermeture de comptes bancaires, parce qu'il était très contrarié que des mesures de ce type lui aient été opposées. Donc voilà, toute une mesure pour favoriser le financement de l'économie par les banques. Et puis à côté de ça, des encouragements aussi très forts à ce que j'appellerais la finance alternative. Alors c'est de manière très simple les marchés privés, les marchés de la private equity, du crédit privé, avec un début de mesures pour faciliter l'investissement par les particuliers dans leur plan de retraite vers ce type d'actifs. Donc au lieu d'aller uniquement vers les marchés cotés, d'investir dans des produits un petit peu plus complexes et illiquides et franchement beaucoup plus risqués. Il y a ensuite tous les encouragements au développement des cryptoactifs, avec là aussi tout un agenda de pousser ça vers les épargnants de détail. Encore une fois, est-ce que ça se fera vraiment? Est-ce que les banques vraiment accepteront des portefeuilles en bitcoin comme collatéral pour des prêts immobiliers? On verra, mais en tout cas la réglementation évolue dans le sens de le permettre. Et puis donc ça c'est sur toute la partie domestique, et puis il y a également la partie chantage ou pression sur les partenaires commerciaux pour venir investir aux États-Unis. Donc tout ça est un agenda, moi, qui me paraît très cohérent et qui a des chances de réussir. Un corollaire intéressant et qui n'est pas mis en avant naturellement par l'administration Trump, c'est que le consommateur est le grand perdant de tout ça. Il y a moins de protection du consommateur. L'une des agences fédérales qui a été le plus dans la ligne de mire de l'administration Trump, c'est le Consumer Finance Protection Bureau, qui est une création assez récente, enfin qui a fait suite à la crise de 2008. Bon, la protection du consommateur, pas intéressant du tout du point de vue de l'administration Trump. Bon, s'il y a des reculs du droit de la concurrence, comme le signalait déjà Benoît, et puis les travaux
de M. Philippon, voilà, c'est les consommateurs qui payent un prix plus élevé. Naturellement, les tarifs, c'est les consommateurs qui finiront par les payer. Donc voilà, tout ça est un petit peu passé à la trappe. Néanmoins, je pense que c'est un agenda qui, du point de vue industriel et du point de vue de restaurer la souveraineté économique des États-Unis, donc géopolitique des États-Unis, a des chances de réussir. Il est fort possible que ça alimente des bulles au passage. D'ailleurs, on est peut-être un petit peu en train de commencer à voir les marchés se dire si ce n'est pas déjà allé trop loin. L'un des effets, c'est que comme les acteurs à la fois bancaires et du private credit américain commencent à se dire finalement les actifs sont déjà très chers en Europe, ces capacités de financement nouvelles que nous obtenons grâce à l'administration Trump, on va plutôt aller les déployer en Europe, parce que l'Europe, c'est pas cher. Et donc la pression concurrentielle accrue sur les acteurs financiers européens. Donc une question de ce côté-là. Mais je dirais pour l'Europe, la question la plus fondamentale, c'est, compte tenu du diagnostic déjà établi par Mario Draghi l'année dernière, qui montrait bien qu'on reste un peu dans la poussière, on est derrière les États-Unis, on est derrière la Chine, et si on souhaite rester fidèle à nos principes et à nos valeurs, il faudra bien qu'on ait la puissance de les défendre. Et pour l'instant, cette puissance, on ne l'a pas, donc il faut qu'on la construise et qu'on investisse dedans. Et je crois qu'il y a une vraie question pour l'Europe à se poser, qui est de est-ce qu'on peut faire tout ça sans accroître notre appétit pour le risque. Moi, ce que je trouve flagrant quand on lit les discours des différentes autorités américaines nouvellement nommées sur ces questions réglementaires, c'est qu'ils ont un discours explicite de dire il va bien falloir que les agences de supervision aient une tolérance accrue pour les échecs, pour les fermetures de banques, une tolérance accrue pour le risque. Je crois qu'en Europe, on se raconte une histoire que non, on ne fait pas de la déréglementation, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de la simplification. Moi, je ne suis pas convaincue que ce soit suffisant, la simplification, pour générer la croissance et l'innovation dont on a besoin. Et que les États-Unis, en fait, avec ce qu'ils sont en train de déployer, risquent d'accroître l'écart avec nous, même si, par ailleurs, des choses intéressantes et utiles sont en train de se passer à la suite du rapport Draghi. Voilà. Merci Isabelle. Alors je vais, avant de donner la parole aux deux autres panélistes, intégrer les questions qui ont été posées en les regroupant. D'abord, une réaction à une formule qui était juste. Protéger les banques, grâce à la réglementation, contre un excès de risque. Mais ceux qui sont protégés, ce sont les déposants, c'est-à-dire vous, dans cette salle, parce que si les banques font faillite, vous risquez de perdre, sauf une partie qui garantit ce que vous avez déposé. Et puis, on l'a vu aux États-Unis, protéger le contribuable. Parce que lorsque une banque fait faillite et qu'elle est d'une certaine importance, comme la monnaie est un bien public, l'État ne réagit pas de la même façon que s'il y a faillite d'une usine de vêtements, par exemple. Parce que là, il y a un phénomène de contagion et la remise en cause d'un bien commun. Alors, les stress tests, tu as dit tout à l'heure, fin du monde, je suppose que ça va faire réagir. Et pour préparer le terrain, je dirais que quand même, les stress tests, on a vu que la réalité était parfois à la taille des stress tests lors de la crise financière mondiale. On a eu des variations de taux d'intérêt dont je ne sais même pas s'ils avaient été intégrés dans les stress tests précédents. Et puis, on a vu aussi, dans le cas américain, je reviens sur 2023, ce qu'avaient permis les exemptions pour les banques moyennes. Et ça n'a pas fait d'effet de contagion en zone euro. En revanche, il y a en Suisse, Crédit Suisse, qui a été repris par UBS. Et alors là, est-ce que c'est vraiment un exemple de concurrence avec une seule et une méga banque dans le cas de la Suisse? Alors, dans la foulée, les autres questions, on n'a pas évoqué comment défragmenter au sein de l'Europe, pourquoi l'union des marchés de capitaux reste au point mort quasiment, disons-le. Et puis, troisièmement, évoquer le fait que les États-Unis ont aussi un rôle majeur dans l'utilisation de moyens de paiement que sont les cartes, avec la prédominance de Visa et de Mastercard. Bon, alors là, ça fait un sacré bouquet. Et on évoquera que plus tard les cryptos. Gardons les choses. D'accord. Peut-être,
Bon, je ne suis pas en désaccord avec Isabelle sur sa façon de présenter, disons, l'ensemble de la politique américaine, dans le sens où, effectivement, on peut se poser la question, au-delà des annonces, sous l'angle de la finance en tout cas, est-ce que vraiment les Américains ont commencé à déréguler de façon importante? Ce n'est pas si clair que ça. Et pourquoi je dis ça? Parce que les mesures qui sont annoncées, qui vont aboutir sans doute à une diminution des exigences en capital pour les banques, correspondent dans un premier temps à des mesures qui vont plutôt enlever des exigences proprement américaines et qui vont au-delà de ce sur quoi on s'est accordé au niveau du comité de Bâle. Donc il y a une forme de surtransposition, ce qu'on appelle le gold plating. Donc c'est déjà ça qu'ils veulent retirer. Donc tant qu'on enlève du gold plating, évidemment ça va diminuer les exigences en fonds propres, mais on ne peut pas dire qu'on met en place une dérégulation et qu'on n'est plus respectueux du comité de Bâle. Et si je puis me permettre, quel est l'ordre de grandeur de ce que tu appelles le gold plating, c'est-à-dire une sorte de surenchérissement qu'auraient fait les Américains préalablement sur ces très grandes banques? Alors, par exemple, dans les ratios... Oui, alors c'est-à-dire, en fait, c'est assez technique, hein, donc, mais disons qu'il y a deux aspects. Il y a justement ces stress tests, parce que aux États-Unis, il y a deux méthodes pour... Les stress tests, donc c'est... on impose aux banques de faire un exercice comme si se produisait un stress maximum sur l'économie, donc une contraction du PIB pendant 3 ans, comme on n'a jamais vu, une hausse des taux d'intérêt, une chute des marchés boursiers de 30%, enfin, c'est des scénarios catastrophes. Et on leur dit, si ça se produisait, comment réagirait votre bilan et votre compte de résultat, et est-ce que vous auriez encore suffisamment de fonds propres pour respecter les ratios réglementaires? Donc pour les très grandes banques, les G-SIB, si on accumule l'ensemble des exigences réglementaires de différents types, c'est assez complexe, mais on est autour de 13-14%, entre 12 et 14% d'exigences de fonds propres par rapport aux actifs pondérés en moyenne. Et ce n'est pas si différent entre l'Europe et les États-Unis. Il faut aussi dire que c'est des grosses batailles de chiffres entre les banques européennes et les banques américaines. Quand on est du côté des banques américaines, elles disent qu'elles ont beaucoup plus d'exigences en capital pour les grandes banques, je parle des grandes banques, que les banques européennes et l'inverse. Bon, quand on essaye de faire l'analyse, c'est très difficile de reconstituer parce que d'abord, les normes comptables ne sont pas les mêmes entre les États-Unis et l'Europe. Deuxièmement, les banques américaines ont la capacité de sortir de leur bilan beaucoup d'actifs parce qu'elles font de la titrisation, ce qui n'existe pas en Europe, donc ça diminue la taille de leur bilan, donc effectivement ça leur permet d'avoir fonds. Donc la comparaison est extrêmement complexe. Mais on peut dire, grosso modo, qu'il n'y a pas une différence aussi marquée. Et donc là, il y a les quelques exigences complémentaires qu'il y a au niveau des États-Unis, c'est que ce fameux stress test, ils l'utilisent directement, la Fed l'utilise directement pour calibrer une exigence de fonds propres complémentaires. Et la façon dont elle le met en œuvre, les banques ont considéré que ce n'était pas suffisamment transparent. Et effectivement, elle a deux méthodes. Elle applique deux méthodes. Une première méthode qui est issue directement du comité de Bâle, une deuxième méthode qui est nationale. Et c'est cette deuxième méthode qui est plus mordante et qui est remise en cause par les banques. Donc ils vont enlever cette méthode plus mordante. Il y a aussi des exigences au titre du ratio de levier qui sont complémentaires. Voilà. Mais après, ça dépend banque par banque, donc je ne peux pas donner une réponse. Voilà, tout ça pour expliquer que ces surcouches-là vont être certainement enlevées, donc ça va quand même alléger les exigences réglementaires de quelques dizaines de points de base, 50 points de base, 100 points de base peut-être. Et par ailleurs, la question c'est est-ce qu'ils vont appliquer, donc je disais Bâle 3, ça reste l'intention, donc c'est un point très important. Alors, est-ce qu'on a un choc de fin du monde en Europe pour le stress test? Je conteste un petit peu ça. C'est vrai que les stress tests sont très sévères. Quand on a fait nos premiers stress tests post-2008, il faut voir que le secteur bancaire européen était dans une crise profonde, puisqu'on a eu des faillites bancaires non seulement aux États-Unis, mais en Europe, que derrière, ça a nécessité des plans de soutien par les gouvernements, ce qui a provoqué des crises
de dette souveraine en Europe. Donc entre le fait que les banques étaient en mauvais état, avaient dû être soutenues, plus la situation très dégradée du souverain, ça a provoqué, disons, une perte de confiance. Donc il fallait, et on n'était pas dans une juridiction unique à la différence des États-Unis. On avait cette fragmentation, donc la mise en œuvre d'une supervision aussi très différente. Donc il fallait rétablir la confiance. Et on nous a reproché que les premiers stress tests n'étaient pas assez durs. Et que donc ce n'était pas suffisant pour s'assurer que les banques européennes étaient suffisamment résilientes. Donc c'est vrai qu'on a durci progressivement ces stress tests. Donc on a des stress tests qui sont très durs. Mais ce que je constate, puisqu'on vient de faire en 2025 cet exercice-là, c'est qu'aucune banque européenne ne passe pas ce stress test. Donc il est quand même, c'est quand même pas un choc de fin du monde, puisque toutes les banques européennes sont capables de survivre et de respecter leur ratio de fonds propres en appliquant ce stress. Peut-être sur la supervision aussi, c'est vrai que ce qui est marquant, c'est qu'il y a une espèce de recentrage de la supervision, puisque entre la politique, la pression politique est très forte pour que ce recentrage soit exercé. Et donc, on met de côté tout ce qui peut ressembler au test du wokisme, en fait, hein, tout ce qui est diversité, tout ce qui est réputation, risque réputationnel, tout ce qui est lié au climat. Donc, on recentre sur le cœur, je dirais, qui est la solvabilité des établissements, leur résilience, avec un peu d'interrogation sur la dimension risque, macro-prudentielle, c'est-à-dire le risque systémique, la stabilité financière, où là, c'est pas extrêmement clair. Et de notre point de vue, dans ce débat, trop de régulation en Europe, pas de dérégulation aux États-Unis, on craint quand même que les mesures qui sont prises, et notamment que ce soit dans le non-bancaire, tout le développement du crédit privé et le développement de grands acteurs moins régulés, parce qu'il y en a quand même qui sont régulés, que ça puisse, avec les stablecoins et les cryptos, quand même semer les graines d'une future crise, puisqu'en fait, les grandes crises, elles viennent quand même toujours des États-Unis. Alors, je donne la parole à Benoît, brièvement, parce qu'ensuite, on repassera à toi, mais tu as déjà dit beaucoup d'éléments qui concernent le troisième round. Non, je voulais juste dire deux choses. D'abord, sur la description très précise qu'a faite Isabelle de la politique de l'administration Trump dans le domaine financier, qui est tout à fait exact. En contrepoint, en complément, et c'est pas contradictoire, je pense que c'est intéressant aussi de prendre un peu de recul historique et de replacer ça dans le temps long de la régulation financière. Le temps long de la régulation financière, c'est des cycles de régulation et de dérégulation. Donc en 1933, le Congrès américain a voté la loi Glass-Steagall qui séparait la banque d'investissement et la banque de détail, après la crise de 29 évidemment. En 1999, le président Clinton a abrogé la loi Glass-Steagall et a autorisé la fusion de toutes ces activités. Il y a eu la crise de 2007-2008 et le balancier est reparti à nouveau dans l'autre sens. Donc maintenant, on est partout dans le monde dans un mouvement de balancier vers la dérégulation financière. Et donc Trump met ses mots dessus, mais d'une certaine manière, c'est un mouvement historique. J'ai pas de doute qu'il va avoir lieu aussi en Europe parce que c'est irrésistible. Et donc il y aura un jour une nouvelle crise et le balancier repartira dans l'autre sens. Voilà. Donc la question, c'est qui paiera. Et c'est pour ça que c'est là que c'est le boulot de Nathalie et de ses collègues de protéger les déposants et de protéger l'économie dans son ensemble pour le jour où cette crise arrivera. Mais c'est relativement inévitable. Deuxième remarque, sur le risque. Oui, alors c'est lié avec notre première discussion. Je pense qu'en Europe, on régule trop. On a un réflexe de réguler avant de se demander à quoi va ressembler cette... Dès qu'il y a une nouvelle technologie qui apparaît, on la régule sans se demander à quoi elle va ressembler, à quoi elle va servir, comment elle va se déployer, etc. C'est très, ça inhibe l'innovation. Et c'est particulièrement vrai, je pense, dans l'intelligence artificielle. Et on va parler des stablecoins, où ça sera... Voilà. Cela dit, donc ça, je pense que c'est un problème, et il faut aussi apprendre des États-Unis. Hein, et tout ce que font les Américains n'est pas mauvais dans ce domaine.
Cela dit, il y a des différents types de risques. Il y a des risques liés à des technologies nouvelles qui créent des risques inconnus ou difficiles à cerner, et puis il y a des risques qui sont connus. Les risques liés à l'intelligence artificielle, ils sont nouveaux, ils méritent une réflexion, ils méritent aussi de suivre, de bien comprendre comment l'industrie se structure et quel type de produit elle va fournir de manière durable, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Les risques créés par le système financier, ils sont parfaitement connus, on les a vus se réaliser, we've been there, hein, comme disent les Américains. On a eu des crises financières en 2007-2008, on en a eu une autre dans la zone euro qui était de notre propre fait, hein, parce que celle-là, elle ne venait pas des États-Unis, on l'a créée nous-mêmes entre 2012 et 2015, au Portugal, en Grèce, à Chypre, en Irlande, en Espagne, et où les banques, le comportement des banques était aussi en œuvre. Donc ça, c'est des risques qui sont connus, et si on relâche la protection prudentielle dans ces domaines-là, peut-être qu'il y aura un surcroît de croissance à court terme, effectivement, mais on sait qu'à la fin, il faudra que quelqu'un paye. Voilà. Alors, on passe à la troisième partie et je vais tout de suite intégrer les questions qui sont arrivées entre-temps, parfois qui reviennent sur des points qu'on a évoqués, mais qui vont focaliser peut-être plus aussi sur l'impact de l'IA, même si, là encore, on ne peut que le deviner. La situation par rapport aux crypto-actifs, ces actifs virtuels, et dans les questions ou remarques, il y a d'abord le fait que 3% de baisse du PIB, c'était pas si terrible. La crise financière mondiale ou bien la pandémie, ça a été moins 4% dans la zone euro en termes de PIB. Et on peut remarquer, heureusement, que lors de la pandémie, il n'y a pas eu de crise financière mondiale. Les banques ils étaient partis du problème en 2008 et elles sont parties de la solution en 2020. Et donc, la question que certains se posent, c'est faut-il attendre la prochaine crise financière pour qu'il y ait le mouvement de balancier qui reparte vers une re-régulation. Il y a ensuite une demande de précision, j'avais évoqué ce terme de non-banque, parce que la CPR, elle s'occupe de ceux qui sont contrôlés. Et puis, il y a tout le domaine qui se développe en parallèle, justement, pour partie parce qu'il n'est pas contrôlé ou pas autant contrôlé. Je vérifie... Peut-être revenir aussi sur la question des cartes de paiement. Alors, je réponds très rapidement au passage avec initiative européenne, oui, de paiement, mais des débuts très lents avec Wero, qui est un portefeuille qui peut être utilisé, mais qui ne s'applique pas partout en Europe et qui n'est pas sur l'interopérabilité duquel on peut s'interroger. Donc on est effectivement très en retard. Et je passe tout de suite la parole à Nathalie. Merci. Peut-être pour revenir sur ces différents types de risques, je crois qu'effectivement, on est aujourd'hui avec le sentiment que le secteur bancaire européen est résilient en raison de tout ce travail qui a été effectué depuis une quinzaine d'années. Et qu'on a traversé les crises récentes sans problème du côté du secteur bancaire. Mais voilà, il y a des risques émergents. Les risques émergents, on les a signalés, c'est les nouvelles technologies qui posent des questions de souveraineté, mais qui posent aussi ces questions de risque opérationnel mentionnés, en particulier le risque cyber. Donc c'est un risque qui est quand même maintenant de plus en plus haut dans notre agenda en tant que superviseur, parce qu'on voit bien que l'imbrication du secteur financier, l'interdépendance du secteur financier et l'intérêt de pouvoir mener des attaques contre le secteur financier est croissant. On a donc durci les exigences et demandé aux banques et aux acteurs de travailler de plus en plus sur ce sujet-là. Donc ça, c'est un point véritablement important et puis qui est assez symptomatique de ce débat. C'est-à-dire que nous, en Europe, nous avons mis en place une réglementation qu'on appelle DORA, qui exige des établissements de faire une maîtrise de ce risque cyber beaucoup plus important. Bon, il nous semble néanmoins que c'est un risque important et je pense que les autorités américaines partagent aussi cette question puisque on sait qu'il y a des États qui développent leur capacité d'attaque.
Autre risque donc dans les non-banques. Alors qu'est-ce qu'on appelle les non-banques, hein? C'est souvent dans le temps on appelait ça finance de l'ombre et puis les Américains ont considéré que c'était vraiment très péjoratif puisque les grands acteurs du finance de l'ombre, il se trouve que c'est beaucoup des Américains. Alors en fait c'est très hétérogène. Donc ce qui est non-banque, ça peut être aussi bien des fonds de pension, les assureurs, c'est des non-banques, les fonds de pension, donc vous voyez que c'est quand même des acteurs qui sont régulés. Mais on a aussi dans les non-banques tout ce qui est gestion d'actifs, tout ce qui est ce qu'on appelle hedge fund. Et donc tous ces gestionnaires ont développé notamment ce qu'on appelle le crédit privé, c'est-à-dire le fait de prêter à l'économie réelle, de prêter. Ce sont des fonds qui collectent de l'épargne auprès d'épargnants et qui placent cette épargne en faisant des crédits à des entreprises avec évidemment des contraintes réglementaires bien moindres que les banques. Et donc, c'est actuellement au niveau mondial à peu près 50% du financement. Donc, depuis toutes les règles qu'on a mises en place puis suite à la grande crise de 2008, cette finance non bancaire s'est énormément développée et effectivement assure un financement important de l'économie. Donc, on a vu quelques craquements récemment dans la finance non bancaire d'acteurs ce qu'on appelle le crédit privé parce que c'est moins régulé, qu'il y a de l'effet de levier dedans, donc ces acteurs empruntent pour prêter aussi, et que c'est assez opaque et manque de transparence. Donc de ce fait, on a quand même quelques inquiétudes sur ces nouveaux facteurs de risque qui peuvent émerger et contribuer à créer des risques pour la stabilité financière. Mais ici, là encore, ce sont des grands acteurs, c'est assez difficile de voir est-ce que par ailleurs, dans ce domaine-là, on n'est pas aussi en retard sur la réglementation. Pardon. Et là, en Europe, on ne peut pas dire qu'on a énormément réglementé ces acteurs, puisqu'ils agissent beaucoup également en Europe. Alors, peut-être sur les cartes de paiement, oui, c'est bien parce qu'on a pris conscience de notre dépendance. Par exemple, en France, on a notre GIE carte bancaire qui nous assure donc un schéma national, un scheme en anglais, un schéma national qui nous permet d'utiliser donc un dispositif souverain, si je puis dire, mais on n'a pas l'équivalent au niveau européen. Quand avec votre carte bancaire, vous faites un achat en Espagne ou en Italie ou en Allemagne, c'est pas le réseau carte bancaire qui peut faire le paiement, c'est uniquement soit Visa, soit si vous avez utilisé Mastercard. En fait, il y a un co-badging Visa et carte bancaire, mais en fait, carte bancaire ne peut pas faire un paiement en Allemagne ou en Italie. Donc, on dépend du réseau américain. Donc, cette question de souveraineté est au cœur de tous ces débats sur développer un schéma national. Donc, il y a eu cette initiative de plusieurs banques en Europe, de banques commerciales, avec Wero. Il y avait aussi des initiatives en Espagne et en Italie. Ils ont décidé d'assurer une interopérabilité de ces différents réseaux. Ils ne se sont pas mis d'accord pour être tous dans le même. Il y aura donc dans un premier temps plusieurs solutions européennes ou enfin de pays européens qui vont être interconnectés. Donc je pense que ce problème va se résoudre, mais c'est aussi la raison pour laquelle la Banque centrale européenne veut développer ce qu'ils appellent un digital euro, donc une version digitale du billet de banque pour aussi répondre aux besoins numériques avec une solution souveraine. Donc en face de ça, c'est l'essor des stablecoins et la question des stablecoins en dollars, qui sont une façon de pouvoir payer de façon numérique dans des chaînes de paiement complètement numérisées, virtuelles, dans des blockchains. Et donc, pour l'instant, effectivement, la question est de savoir, avec la tokenisation de la finance, c'est-à-dire l'utilisation croissante de blockchain pour effectuer des transactions, par exemple sur des titres. Pour faire une transaction sur un titre, il y a le titre lui-même, mais en face, il faut un actif de règlement. Cet actif de règlement, s'il circule sur une blockchain, il faut que ce soit un jeton virtuel. Quelle est la nature de ce jeton virtuel? Est-ce que ça peut être
un stablecoin? Est-ce que ça peut être un cryptoactif? Est-ce que ça peut être de la monnaie de banque centrale virtuelle? C'est toutes ces questions-là. Mais derrière ces questions de stabilité financière se pose aussi la question, donc, comme je le mentionnais, de souveraineté monétaire, puisque l'essentiel des stablecoins aujourd'hui sont des stablecoins dollars. D'où l'importance d'avoir ce débat sur est-ce qu'on est capable, au-delà de la réglementation, et je partage tout à fait l'idée qu'on a tendance à trop réglementer en Europe, de comment assurer une innovation souveraine en Europe et développer aux côtés du digital euro, aux côtés d'une monnaie de banque centrale qui pourrait circuler dans les infrastructures de marché et donc en interbancaire, comment développer une monnaie commerciale qui serait sous forme de jetons et donc des stablecoins en euros. Ça pourrait d'ailleurs être une façon de contribuer à défragmenter, si on y arrive, la circulation des capitaux au sein de l'Europe. Alors, beaucoup de termes un peu techniques ont été évoqués. Pour certains, ils sont familiers. Pour d'autres, ils ne le sont pas. Je vous renvoie, pour ceux qui n'y ont pas assisté, à la session qui s'est tenue à 9h ce matin sur les cryptos et qui donnait un certain nombre de définitions. Et puis celle où j'aurai l'honneur, avec Isabelle, de parler de nouveau à 14h, qui reviendra plus particulièrement sur les moyens et les systèmes de paiement. Alors, dans les questions complémentaires qui sont arrivées, il y avait une question sur les banques en ligne et les exemples comme Revolut. Est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes règles que les autres banques? Est-ce que ça pose un problème de concurrence et de réglementation? Et puis, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il faut qu'on ait le temps de pouvoir intégrer et peut-être de nouvelles questions. Qui démarre, Isabelle? Benoît? Non, moi je veux pas. Sur toutes ces questions, de paiement, là, Isabelle disait tout à l'heure qu'on n'allait pas révéler le passé de chacun, mais j'ai un passé dans les paiements. Donc Benoît était à la fois au directoire de la Banque Centrale Européenne et le président du comité à Bâle qui gère les systèmes de paiement. Qui est l'équivalent du comité de Bâle dont parlait Nathalie Aufauve, mais pour les systèmes de paiement. Je vous ai dit que c'était des experts. Donc, et à la Banque des règlements internationaux, j'ai lancé le laboratoire qui travaille pour les banques centrales sur ces questions-là, et notamment sur la possibilité pour les banques centrales d'émettre des jetons qui seraient utilisés sur des blockchains, avec les premières expériences dans le domaine, avec notamment, bien sûr, la Banque de France et la Banque nationale suisse en particulier. Donc, en un mot, et sans redire ce qu'a dit Nathalie Aufauve, je pense que c'est un domaine qui est important pour l'avenir de la finance, sur lequel l'Europe a fait preuve de beaucoup de frilosité, jusqu'à une date récente, et sur lequel il faut raisonner en termes d'écosystème. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives publiques. Les initiatives publiques n'ont de sens qu'en ce qu'elles facilitent et sécurisent et stabilisent un système qui va surtout reposer sur l'initiative privée. Et on a la chance d'avoir en Europe, et particulièrement en France, un écosystème de start-up et de fintech qui est extrêmement actif dans ces domaines-là. Donc c'est une force qu'il faut mobiliser. Et où est-ce que l'intervention publique est utile ? Pour assurer la stabilité, et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Nathalie sur le fait qu'il faut, dans ce monde on-chain, comme on dit, donc qui fonctionne sur des blockchains, sur des registres décentralisés, il faut un actif qui soit un actif de banque centrale qui puisse être utilisé comme actif de règlement. Donc c'est une monnaie numérique de banque centrale, mais sur un blockchain et principalement liée destiné à des usages interbancaires. C'est différent de l'euro numérique qu'on aura dans nos portefeuilles sur nos téléphones. C'est complémentaire, mais c'est différent. Et ça, c'est très important. Les États-Unis ne prennent pas cette approche-là. Eux, ils se reposent entièrement sur les grandes banques pour assurer la stabilité du système. Je pense que c'est une erreur et que toute l'histoire du système monétaire et du système de paiement depuis 50 ans nous montre qu'au cœur d'un système de paiement, il doit y avoir la possibilité de régler en monnaie émise par une banque centrale. Donc ce projet-là de monnaie de banque centrale interbancaire me paraît très important. Deuxième chose, il peut y avoir des infrastructures publiques qui aident aussi le développement de cet écosystème. Et là, il faut s'inspirer des exemples notamment asiatiques.
Je pense à Singapour, je pense à Hong Kong, où notamment l'identité numérique a été une infrastructure qui a permis le développement ensuite de l'initiative privée dans le domaine des paiements. Et donc ça fait partie de la politique industrielle. Tu veux peut-être un peu préciser comment l'identité numérique... En fournissant un système qui permet d'identifier les utilisateurs de ces systèmes et ensuite de les anonymiser ou de les pseudonymiser, c'est-à-dire que ça permet ensuite, par exemple, d'initier des paiements en donnant simplement son numéro de téléphone portable. Et pour ça, il faut évidemment que le téléphone portable ait été associé à votre identité, qu'elle ait été vérifiée en termes de lutte anti-blanchiment, lutte contre le financement du terrorisme, etc. Donc il y a toute une infrastructure derrière. Cette infrastructure peut être privée ou publique, mais dans certains pays, elle est publique et elle a permis à l'initiative privée de se développer. Les paiements est un exemple de politique industrielle européenne pro-concurrentielle, où on a encouragé l'entrée d'acteurs nouveaux, qui sont des prestataires de services de paiement, mais qui ne sont pas des banques, au bénéfice de l'innovation et de l'utilisateur. Donc il faut continuer, et il ne faut pas avoir peur de ces innovations. Ces liens avec l'identité numérique, une façon de se substituer à ce qu'on appelle la connaissance par les banques de leurs clients, le KYC, Know Your Customer. Oui, très rapidement, je suis très heureuse d'entendre Benoît présenter la nécessité d'une approche d'écosystème et insister sur la centralité de disposer d'une monnaie de banque centrale qui puisse fonctionner en environnement tokenisé pour les paiements de gros, pour les paiements interbancaires. Ça me paraît une priorité beaucoup plus importante que l'euro de détail, à la fois pour la souveraineté et le développement de la finance tokenisée en Europe. On est un petit peu en retard aussi là-dessus. L'autre point que je voudrais mentionner pour rebondir sur les propos de Nathalie sur le shadow banking ou la banque de l'ombre, c'est encore pire en français, je crois, que shadow banking. J'étais intéressée de voir qu'il commence à y avoir une reconnaissance de la part du secteur public que c'est peut-être un effet, que ce développement de la finance de l'ombre est peut-être un des effets involontaires du réarmement réglementaire qui a eu lieu dans la foulée de la grande crise mondiale de 2008. Ça fait des années que les banques le disent, mais bon, voilà, maintenant on est face à ça. C'est une réalité avec laquelle il faut vivre. Je voudrais ajouter on parle beaucoup de la finance non bancaire ou des institutions non bancaires, et Nathalie les a citées, principalement, enfin celles qu'elle a citées, touchent du côté des détenteurs d'actifs, hein, le buy side. Il y a un autre groupe d'institutions qui est potentiellement encore plus important pour la stabilité systémique, la stabilité financière systémique, ce sont les intermédiaires non bancaires. Donc des compagnies qui ne sont pas des banques, comme le nom l'indique, qui ne sont pas non plus des détenteurs d'actifs, qui ont des bilans de taille très réduite, et qui, dans certains marchés, y compris des marchés de dette souveraine de pays développés, représentent maintenant la majorité de l'intermédiation qui se fait sur les marchés. Des institutions qui sont très peu transparentes, très peu réglementées, dont le business model n'inclut aucune espèce de dimension de service public et d'assurer la liquidité quand il y en a besoin. Et il me semble que ça fait partie des sujets vraiment de stabilité de l'infrastructure financière qui mériteraient d'être regardés d'un petit peu plus près. Alors, avant de redonner la parole et pour conclure à Nathalie, 2-3 remarques, y compris qui viennent là. C'est toujours la même chose. Si on veut améliorer les choses, on peut être amené à étendre la réglementation. Le problème, c'est qu'il y a de nouvelles entités qui apparaissent pour le contourner. On peut aussi limiter l'interaction des banques avec, dans les risques qu'elles prennent, ces non-banques, mais on les pénalise éventuellement à ce moment-là. La juridiction commune unique a été évoquée pour les États-Unis, mais le paradoxe, c'est qu'il y a une dispersion des régulateurs. Et donc, dont les doctrines d'ailleurs peuvent être remises en cause. Jusqu'à l'arrivée de Trump, la SEC était très vigilante sur les cryptos. Maintenant, c'est exactement l'inverse qui se produit. Et en repassant la parole à Nathalie, et elle aura 1 minute pour répondre à tout ça, il y avait eu la question sur Revolut, et puis il y a la question sur les menaces éventuelles
non pas simplement sur les régulateurs, mais sur les banques centrales, quand on voit la pression aux États-Unis que met l'administration Trump sur la Fed. Sur ce dernier point, je pense que c'est le point de préoccupation le plus important, parce que l'indépendance des banques centrales, c'est pourquoi ça a été fait. C'est pas simplement parce que les banques centrales ont voulu obtenir cette indépendance, c'est vraiment parce que c'est une source de stabilité financière. C'est très important d'avoir cette indépendance, au titre en particulier pour la politique monétaire. Et c'est bien cet aspect-là qui est au centre des préoccupations s'agissant de la Fed, puisqu'il y a une pression de Trump pour obtenir une baisse des taux d'intérêt. Or, on sait que ce qui est très important dans cette indépendance, c'est que justement la Banque centrale va décider du niveau des taux d'intérêt de manière à assurer l'ancrage des anticipations d'inflation, et donc pour enrayer le risque d'inflation qui, là aussi, les perdants, c'est qui? Ce sont les consommateurs et l'économie réelle dans son ensemble. Donc, on assiste effectivement à des pressions qu'on n'imaginait pas voir sur cet aspect-là, qui sont assez inquiétantes. On espère que la Fed aura les bases et les éléments pour résister. On voit qu'elle résiste pour l'instant, comme je l'ai indiqué, en se recentrant beaucoup sur son mandat central, qui est justement la politique monétaire, avec quand même des garde-fous juridiques importants. En Europe, il faut quand même penser qu'on pourrait avoir ce même type de pression. Pourquoi pas, mais on n'est pas dans le cadre d'aujourd'hui, hein, mais on peut avoir aussi des évolutions politiques en Europe, mais on est vraiment dans un cadre juridique beaucoup plus protégé, puisque l'indépendance de la Banque centrale est liée au traité de Maastricht, donc qui a fondé l'Union européenne et l'Union monétaire. Mais voilà, c'est un enjeu très important pour la stabilité financière. Peut-être... En un mot, hein. Ouais. Parce qu'on est en train de dépasser en un mot. Revolut. Bon, d'abord, je ne ferai pas de commentaires sur une entreprise individuelle. Non, mais les banques oui, en ligne. Et les banques en ligne, alors qui ne sont pas toujours d'ailleurs des banques, c'est parfois juste des licences, des agréments d'établissement de paiement. Mais oui, toutes ces entités sont régulées en fonction du type d'activité qu'elles veulent mettre en place. Donc, puisque c'est dans les journaux, on peut dire que Revolut a demandé une licence bancaire en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un agrément bancaire en France. Ils fonctionnent surtout pour faire des activités aujourd'hui de paiement. Et ils veulent se développer, mais ils ont aussi cette discussion avec les autorités anglaises pour obtenir une licence bancaire. Mais toutes ces entités sont bien soumises à la réglementation européenne, comme toutes les autres. Simplement, elles commencent avec une activité très réduite sur un compartiment très réduit de l'activité, en particulier, là, en l'occurrence, les paiements. Merci beaucoup. Nous allons conclure en ayant dépassé, de ma faute, de quelques minutes le temps imparti. Je vous invite, que vous soyez en ligne ou présentiel, à la conférence cet après-midi à 14h, où nous reviendrons et approfondirons certains des sujets, notamment moyens et systèmes de paiement.